Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. C'est officiel, Arsenal jouera les quarts de finale de la Ligue des Champions. Mesdames, messieurs, amis Gunners, soyez le bienvenu dans un nouvel épisode de Coup de canon. Ce soir, c'était Saint-Patrick, mais c'était surtout Ligue des Champions. Arsenal recevait à l'Emirates le Bayer Leverkusen dans un huitième de finale retour qui en aura stressé plus d'un durant la journée, mais qui au final nous aura rassurés de par la prestation des Gunners et bien évidemment par la qualification. Pour m'accompagner ce soir dans ce débrief à chaud, quelques minutes après le coup de sifflet final, celui que j'adore retrouver, l'homme du Nord, même s'il s'appelle de Paris. Louis, salut Lou, comment tu vas? Salut Raoul, salut tout le monde. Bah écoute, ça va très bien, hein. Soir de qualification, ça ne peut qu'aller. Effectivement. Et celui qui a lâché sa chambre d'hôtel à Paris pour retrouver son sud et probablement le soleil, Baptistou. Salut Baptistou. Salut à tous, bonsoir, bonsoir à tous. Bon, messieurs, qualification, ça y est, ça c'est fait. On... Arsenal et surtout Gyökeres retrouvera le Sporting en quart de finale. C'est une bonne nouvelle. Et bien évidemment que l'on va débriefer de ça. On aurait pu faire un épisode spécial sur la disqualification du Sénégal qui vient de tomber. Mais on va laisser les spécialistes du foot international et africain se faire un plaisir de débriefer là-dessus, tant cette décision m'a l'air assez ridicule pour parler bien évidemment de l'équipe que l'on supporte, de l'équipe que l'on aime, les rouges et blancs d'Arsenal. La compo du soir, David Raya dans les buts avec Ben White à droite, Saliba, Gabriel dans l'axe, Incapié à gauche, Zubimendi, Rice, Eze en milieu, Saka à droite avec le brassard de capitaine, Trossard à gauche et Gyökeres en pointe. Euh, je me lance, messieurs, avant de vous laisser la parole. Je l'ai tweeté un peu plus tôt au moment où la compo elle est sortie, donc je vais assumer ce que j'ai dit malgré la qualification. J'étais blasé. J'étais blasé dans le sens où dans le 11 de départ, on a quand même deux joueurs qui étaient titulaires qui n'avaient plus de rythme depuis quand même un certain temps, à savoir Ben White et Leandro Trossard, dans un huitième de finale, retour assez capital pour nous. Et surtout peut-être la titularisation, encore une fois, avec le brassard de Bukayo Saka, malgré ses dernières prestations plus que limites, en tout cas assez médiocres. Il y a qualification au bout, on reviendra forcément sur les performances des uns et des autres, mais Louis, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu partageais un petit peu ce sentiment euh, parce que d'imaginer la compo, de savoir que Saka allait être titulaire, c'est une chose, de le voir sur un bout de papier, ça en est une autre. Ou est-ce que pour toi, tu étais satisfait du 11 de départ? Oh, bah, j'étais ni déçu ni satisfait entre guillemets. Pour moi, c'était surtout retour à une compo somme toute très classique après la tentative Madueke à gauche, Saka à droite contre Everton. On va dire qu'Arteta est revenu à ses bons vieux classiques avec le retour de ce bon vieux Leandro à gauche. Après, voilà, on sait que c'est un classique, mais un classique qui n'a pas vraiment fonctionné sur les dernières semaines, les derniers mois. Mais pour autant, on sait très bien qu'Arteta, il a mis en place une certaine logique de rotation entre différentes compétitions cette saison. Donc, on sait très bien que dès que Trossard allait revenir à l'entraînement, il allait forcément être remis dans le 11 de départ à un moment donné. Bon, il a choisi aujourd'hui. Je pense que ça veut dire que Madueke, du coup, va démarrer contre City dimanche. Et bon, sur le choix Ben White, je suis pas. Pour moi, c'était le bon moment aussi de le relancer. J'étais pas forcément très satisfait de la rentrée de Mosquera contre Everton. Encore ce soir, sa rentrée à droite, je la trouve un peu moyenne. Après, c'est normal, c'est pas son poste et c'est un jeune joueur, donc il a aussi besoin de gagner en repère sur ce poste-là. Mais pour moi, c'était le moment ou jamais de relancer Ben White. Alors, Paris plus ou moins réussi parce qu'il fait un match assez moyen. Mais en l'absence de Timber, ça me paraissait être le choix le plus naturel, le plus logique ce soir. Donc, c'était une compo, on va dire, on revient à des basico-basiques. Baptiste, de ton côté, cette compo?
Moi, je m'attendais pas à voir Trossard ce soir. Je pensais que, comme a dit Louis, il y avait une rotation au niveau des compétitions et Martinelli, quand même, en Ligue des Champions, c'est le meilleur buteur. Il est à 6 buts et il a été souvent aligné. Donc, je m'attendais à voir Martinelli. Après, pour le reste, ouais, c'est du classique. Je préfère quand même Ben White à Mosquera sur le côté droit, même s'il est en manque de rythme et on l'a vu ce soir, hein. Moi, je trouve qu'il fait un match quand même ouais, moyen. On peut pas dire mieux que moyen. Après, voilà, le reste, je pensais que Saka allait démarrer. Je suis un peu déçu que Madueke ait encore 0 minute. Qu'il soit pas titulaire, d'accord, mais il a quand même 0 minute ce soir. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il démarre contre City? Je sais pas. Ça dépendra peut-être aussi de la blessure d'Eze, parce qu'on a vu qu'Eze, sur une action, il a levé la main. Et puis, si t'as pas Odegaard, bah, sans Odegaard, sans Eze dimanche, ça va être un casse-tête. Mais ouais, la compo, franchement, à part Trossard, je pensais que ça allait être ça. Peut-être Calafiori aussi, qui aurait pu surfer sur son bon match contre Everton, je trouve. Mais il a préféré Hincapié, qui lui aussi, j'ai trouvé aujourd'hui, a fait un gros, gros match. Rentrons dans le vif du sujet, cette rencontre qui, je le disais en introduction, qui était relativement plaisante, euh, bien que loin d'être parfaite dans le jeu, j'entends bien évidemment, mais une rencontre un petit peu bizarre, en tout cas que moi j'ai ressenti de façon assez bizarre, puisque euh, chose assez rare pour être soulignée en termes notamment de possession ou de passes réussies. Arsenal est quand même relativement loin derrière par rapport à Leverkusen. Et si on s'attarde un petit peu déjà sur la première période, euh, j'avais l'impression que il y avait deux types de possession. Il y avait la possession des Gunners très contrôlée, je vais pas dire dans l'attente, mais dans la recherche du décalage, dans la temporisation. Et puis de l'autre côté, un adversaire qui était, on pourra pas parler de bloc bas hein, ce soir, hein, qu'on se met d'accord, mais qui était venu pour chercher à jouer et pour essayer d'attaquer assez rapidement en s'appuyant notamment sur un avant-centre, un Golgoth bien muselé par la paire Saliba-Gabriel, de nom de Kofané, super intéressant de haut but, on l'avait déjà dit au match aller d'ailleurs. Oui. Comment vous avez analysé de façon globale cette première mi-temps et avant qu'on s'attarde un petit peu sur le premier coup de génie de la soirée, le Batistou? Moi, je trouve on fait une bonne première mi-temps. On a pas mal d'occasions. On tombe sur un gardien en état de grâce, hein, quand même, qui est gardien numéro 2. C'est Flecken, de base, qui est numéro 1 pour Leverkusen. Il est blessé, l'ancien de Brentford. Et voilà, Blachwick fait un gros match. On a des belles petites occasions. C'est pas non plus le Arsenal 2022-2023, beau jeu, etc. Mais je trouve qu'on a quand même retrouvé certaines choses dans cette première mi-temps. J'ai bien aimé Eze dans sa lignée sans forcément parler du but, mais dans sa lignée du match contre Everton. Et puis voilà, moi cette première mi-temps, elle m'a plu. J'aimerais qu'on gagne un match un petit peu plus tranquillement, qu'il y ait 2-0 à la mi-temps, qu'il y ait 3-4-0 à la fin du match. Mais c'est pas l'option qu'on prend pour cette fin de saison, donc on va s'en contenter. Ouais, je suis d'accord aussi avec Baptistou. C'est vrai que j'ai apprécié le fait qu'on garde notre sang-froid et notre calme sur le début de match, qu'on parte pas directement à l'abordage en disant allez, on impose directement un énorme rythme, quitte à prendre des risques à se découvrir, parce qu'on sait que le Bayer Leverkusen, c'est un 3-4-3. Donc un 3-4-3, l'avantage, c'est que ça peut exploser très vite, notamment avec Poku sur les ailes et avec Grimaldo, Mazza, etc., qui sont des bons petits joueurs de ballon. Donc on a senti que, je dirais pas que c'est de la crainte, mais il y avait la volonté de la part d'Arsenal d'y aller avec du contrôle, d'y aller en ayant des certitudes, notamment au milieu de terrain. Et je trouve que cette première mi-temps résume assez bien. Je crois que c'est un article qui était sorti dans The Athletic ou le New York Times, qui expliquait que les journalistes sont allés à la rencontre de quelques dirigeants, joueurs de Première Ligue, pour un peu avoir leur avis sur Arsenal. Il y en a un qui disait, bah, en fait, on a l'impression que c'est un boa constricteur qui s'enroule autour de sa victime petit à petit et qui à la fin arrive à la voir par suffocation. Et j'ai trouvé que ça
bien imagé cette première période où on a démarré sur un rythme de sénateur, tranquille, sans se presser, sans se précipiter, sans céder à la panique. Et au final, au fur et à mesure des minutes, on a avancé le bloc petit à petit et on voit que on va dire sur les 20 dernières minutes de la première période, par contre, on voit Arsenal qui est très haut et qui commence à faire suffoquer le Bayer Leverkusen. Et finalement, le but, il intervient dans un momentum d'Arsenal qui vient concrétiser une bonne période d'Arsenal. Donc j'ai trouvé qu'on avait fait une bonne première période. En tout cas, c'était très cohérent ce qu'on faisait sur le terrain. Donc c'était plaisant à suivre. Ah, c'était plaisant parce que c'était animé des deux côtés. C'est-à-dire que on a quand même moins vu ce fameux schéma en U ou en cheval, en fer à cheval, comme vous voulez. Et avec un Leverkusen, encore une fois, plein d'ambition. Donc ça donne forcément des matchs un peu plus plaisants. Et effectivement, sur la fin de la première mi-temps, on a commencé à avoir une récupération beaucoup plus haute. Et d'ailleurs, le but que l'on marque, le fameux but d'Eze, la dynamite d'Eze, vient d'une récupération pardon, haute. Je crois que il y a un jeu, c'est Trossard, Rice, Eze. Il y a même un quatrième avant, tout premier, je ne sais plus lequel c'est. Mais en tout cas, Eze qui récupère le ballon aux 20 mètres, quasiment plein axe, et qui, le temps d'un contrôle, décoche une frappe surpuissante sur laquelle le gardien ne peut absolument rien faire. Et encore une fois, c'est quand même très bizarre le football. Eze marque dans une position où il est très haut sur le terrain, très axial, et non pas en tant que meneur de jeu, mais vraiment dans ce rôle de 9,5. Pardon, excusez-moi, l'émotion. Et il ouvre le score. Et il va célébrer à sa façon, de façon très calme. Mais quel but, messieurs, quel but. Ouais, moi, ce qui me choque sur ce but, je sais pas si vous avez eu l'occasion de le revoir, à aucun moment il regarde la cage en fait. Il contrôle, il envoie direct et il a pas regardé la cage, quoi. Elle est partie vraiment à une puissance, puis avec une précision, super but. Et ça m'encourage à penser que vraiment, je trouve que on doit prendre plus de risques dans les frappes, quoi. On doit plus frapper de loin. Il y a plein de fois où à la manière de handballeur, on fait tourner autour de la cage, on essaye de piquer et tout. Et même le stade crie shoot, shoot. Il faut que, on a des joueurs de qualité, quoi. Il faut qu'on tente un petit peu plus. Il a tenté, c'est rentré comme par hasard. Et donc voilà, moi je pense qu'il faut qu'on utilise un peu plus cette arme que sont les frappes parce qu'on a des joueurs de qualité. Ouais, comme tu l'as dit, Raoul, il n'y a pas de secret, hein, quand on arrive à trouver Eze aussi haut sur le terrain et proche de la surface, proche du but adverse, bah, c'est tout de suite là où il devient plus dangereux, plutôt que d'avoir un Eze qui va redescendre très bas sur le terrain pour essayer de faire le jeu. Ce qui a d'ailleurs été intéressant, c'est qu'on avait deux joueurs extrêmement libres ce soir sur le terrain, qui étaient Eze, mais qu'on trouvait un peu plus haut. Et c'est Trossard qui a un peu fait ce rôle aussi de redescendre assez bas pour venir animer le jeu. C'est un rôle, j'ai pas le souvenir qu'il ait tenu ce rôle cette saison, peut-être la saison dernière, quand on devait faire un peu du bricolage. Mais on a trouvé un Trossard très axial, qui se baladait beaucoup sur le terrain, qui redescendait beaucoup pour faire le jeu. Et ça a permis à Eze peut-être qu'on puisse le trouver un peu plus haut, un peu plus dans les transitions également. Et bah, ça paye. Eze, il fait un bon match, un peu un match aussi en mode diesel, parce que jusqu'à son but, il fait pas un mauvais match, mais fait pas non plus un match excellent. Il fait des bonnes choses, mais un peu en mode diesel. Par contre, en seconde période, il a vraiment un peu été au-dessus du lot. Donc ouais, cette animation du milieu de terrain, très très intéressante entre Trossard et Eze, ses permutations dans le demi-espace gauche, ainsi que pour redescendre et toucher un peu plus de ballon pour un peu amener de densité au milieu de terrain. C'était très intéressant, très cohérent en tout cas. Ça m'a plu. Très, très complet. Du coup, Arsenal rentre au vestiaire en menant sur le score de 1 but à 0, pardon, messieurs, décidément. Et au retour des vestiaires, aucun changement côté Gunners. On prend les mêmes et on recommence. Et cette deuxième période, finalement, va être, je vais pas dire la copie conforme de la première, mais on va retrouver les grands classiques, à savoir une équipe du Bayer Leverkusen qui tente,
qui se projette vers l'avant, sans pour autant nous mettre vraiment toujours en danger, puisque Ryan, je trouve qu'il n'a pas eu grand-chose à faire, en tout cas bien protégé par notamment Saliba et Gabriel. Et puis, un Arsenal qui va être en contrôle, encore plus quand tu mènes 1-0, et qui va attendre un peu plus tard dans la rencontre pour faire le break sur, j'ai pas appelé ça un coup de génie, mais bah, Rice, c'était son match. Et franchement, il a encore ébloui par sa classe, par son niveau. Et puis, cette rencontre qui finalement va être récompensée par ce but du pied droit, cet enroulé totalement maîtrisé, totalement contrôlé au ras du poteau. Il y a pas de force dans tout ça. Il y a une maîtrise parfaite du ballon parce que le ballon, il est en mouvement, le ballon, il a un effet un peu bizarre, etc. Mais encore une fois, récupération haute, copie conforme finalement du premier but, même dans un autre registre, mais copie conforme, puisque récupération haute, en tout cas balle perdue par Leverkusen, qui aura essayé de relancer souvent en partant de derrière et qui aura eu pas mal de pertes de balles à ce niveau-là et qui aura été puni d'ailleurs sur les deux rencontres. Louis, Declan Rice, what Oui, a bah, player, what a goal. effectivement, au-delà de son match qui est encore exceptionnel, c'est ce qu'on disait sur le Discord, c'est que son but est beau, mais il est extrêmement dur à mettre. Enfin, c'est vraiment un geste de grande classe parce qu'il récupère le ballon, il arrive à pleine vitesse aux abords de la surface. En même temps, les défenseurs montent sur lui et il arrive à faire ce geste en le plaçant naturellement avec une frappe un peu à la Tony Cross. On l'a déjà vu Tony Cross mettre des frappes comme ça. Et, et ouais, aujourd'hui, bah, Rice globalement dans le milieu de terrain, c'est un facteur X. Et je parle souvent, quand j'ai la chance de faire les podcasts, que dans les 30 derniers mètres, notamment sur la ligne offensive, il nous manque ce facteur X. On l'a encore vu un petit peu ce soir. On a des situations où on peut mieux faire et où on doit mieux faire. Parce que selon moi, il y a toujours quand même un petit déficit de talent dans cette zone. Et on voit que Declan Rice, c'est tout l'inverse. C'est vraiment le facteur X. Et en attaque, on a besoin d'avoir un facteur X comme Declan Rice sur la ligne offensive, en fait parce que parce que c'est un joueur, tu sais, qui c'est un joueur de classe mondiale en fait, tout simplement. Très, très clairement, ouais. Baptiste, cette deuxième période, tu l'analyserais comment, toi, par rapport à la première? Est-ce que tu as vu des différences? Est-ce que tu as vu un réajustement de la part d'Arteta au niveau des vestiaires pendant la mi-temps? Ou c'est vraiment une copie conforme de la première avec, en gros, les mêmes highlights? Non, on peut dire que c'est une copie conforme. Je trouve pareil, on est dominant, on a quelques situations. Je trouve qu'on a quand même mal exploité certains contres. Je pense à l'action où Eze se blesse, il peut la décaler à Saka. Gyökeres, pareil, il a fait deux, trois mauvais choix. On aurait pu tuer le match un petit peu plus vite, mais quand on a Declan Rice, franchement, on a l'impression qu'on craint rien, quoi. C'est exceptionnel. Le niveau qu'il atteint Declan Rice depuis je ne sais combien de temps, c'est exceptionnel, vraiment. Ce qu'il propose, que ce soit offensivement, défensivement, il est partout. Il court, il tacle, les passes, elles sont précises. Moi, je pense à une transversale qu'il met sur Eze en première Sur mi-temps. Eze, ouais, ouais. Ouais. Impressionnant, ouais. Et le mec, Plat t'as du pied l'impression que, enroulé dans ouais, les pieds ouais, d'Eze. il est entouré par trois mecs de Leverkusen. Tu te dis, bon, allez, s'il gagne une touche, c'est bien. Le mec, long ballon, c'est dans les pieds d'Eze, il sait tout faire. Il sait tout faire et je touche du bois, je prie tous les dieux pour qu'il soit là jusqu'à la fin de la saison, qu'il n'y ait pas de pépin, parce que c'est vraiment le meilleur joueur de cette Mais équipe. jusqu'à la fin de sa vie, Et il faut qu'il reste avec nous à vie. ouais, Faut lui bah, il faire faut un qu'il contrat à prolonge, vie à ce mec-là, faut qu'il quoi. prolonge. J'ai vu que ça discutait déjà, mais il faut que vraiment Declan Rice soit sur pied au moins jusqu'à la fin de la saison, parce que c'est pour moi notre meilleur joueur et de loin. Le deuxième but un peu plus tard que l'heure de jeu, puisque je crois que le but intervient à la 63 ou 64e, je sais plus, va à Arteta de faire ce qu'il avait prévu dans un premier temps, un triple changement, mais qui va se transformer en quadruple changement
à la 69e ou 70e, puisque effectivement, tu en parlais un petit peu, je sais plus, je crois que c'est toi, Baptistou, la blessure de Eze qui demande à sortir. Eze qui aura pris un sacré tampon à un moment donné sur la cheville. Et sur la dernière action où il essaie de frapper, la balle est contrée, il essaie de revenir et tu vois qu'il s'arrête. Et en tout cas, il arrête son effort pour ne pas forcer, il lève la main et demande directement le changement. Et donc, du coup, ça va être le quatrième changement. Donc, les changements, on va quand même les donner, puisque fait assez rarissime, Nørgaard rentre à la place de Zubimendi. Mosquera remplace Ben White. Et là, je pense qu'il fallait faire souffler à 2-0. Arteta s'est dit qu'on pouvait se le permettre. Martinelli remplace Trossard. Et du coup, le quatrième changement un peu forcé, je pense, c'est Kai Havertz qui rentre en lieu et place de Eze blessé, ou en tout cas qui aura eu une gêne. Et enfin, le dernier changement à la 90e minute de jeu, Miles Lewis Kelly qui remplacera Gyökeres, pardon, juste après un super arrêt de Raya. Très honnêtement, si là le Bayer Leverkusen marque sur cette action-là, je peux vous dire que je me liquéfie, je change les draps, je change de caleçon, je change de pantalon, parce que on vit, à mon avis, 5 minutes les 5 dernières minutes très compliquées, mais Raya sort l'arrêt quand il faut. Euh, je vous propose qu'on attaque directement vos flops et vos tops parce qu'il y a certains dossiers que moi j'aimerais ouvrir et à voir si on s'y retrouve ou pas. Donc, comme vous en avez maintenant l'habitude, et grâce à Nitinia, on va vous demander d'enchaîner vos flops et vos tops sans les argumenter, messieurs. Et on va commencer par le plus jeune. Baptistou, avec tes flops dans un premier temps, sans argument, puis les tops. Alors, flop, je vais en mettre deux. Je vais en mettre deux. Ben White. Et c'est un peu dur, mais Trossard, pour moi. Ok. Et en Et top? en top, Declan Rice, Eze et Saliba. Loulou. Moi, j'ai un flop, Ben White, comme Batistou. Là-dessus, pas de surprise. Ok. Et en top, Zubimendi, Eze. Et le troisième, t'avais dit qui, toi, Batistou? Moi, j'ai Rice, dit Eze, Rice, Saliba. Eze et Saliba. Mais Rice, Eze, on Saliba. détaillera. Bah, du coup, je vais mettre. Alors, j'ai dit Zubimendi, Eze, et du coup, je vais mettre. J'hésite entre Hincapié et Gyökeres, mais je vais mettre Hincapié. Waouh. Ok. Bon, on va commencer par vos flops, puisque vous avez un flop commun qui s'appelle Ben White, messieurs. Ben White qui était de retour à la compétition après un long moment d'absence, après une énième blessure. Pas évident de rentrer dans ce genre de match couperé, un huitième de finale retour. Et visiblement, sa performance ne vous a pas satisfait, messieurs. Louis, pourquoi? Pourquoi White en flop? Bah, effectivement, il livre pas un grand match, mais je veux dire, c'est un flop qui était, alors je vais dire entre guillemets, mais c'est un flop qui était attendu entre guillemets, puisque c'est un joueur qui n'a pas joué depuis longtemps, qui manque de rythme. On sait que sa condition physique, c'est un énorme point d'interrogation, à tel point que d'ailleurs Arteta contre Everton avait décidé de faire entrer Mosquera et pas Ben White. Donc c'est quand même un signe que bah, Ben White, l'ancien international anglais, peut-être qu'il est quand même qui va pas très très bien physiquement. Mais pour autant, j'étais quand même content de le revoir ce soir, etc. Mais bah oui, forcément, un joueur qui n'a pas joué depuis longtemps, c'est un joueur qui va souffrir sur ses premiers matchs. Aujourd'hui, je l'ai parfois trouvé un peu léger sur le contre-pressing, je l'ai parfois un peu trouvé léger sur les duels. Il a montré des bonnes choses offensivement par moment. On sait que la connexion Saka-Ben White, c'était l'une des grosses certitudes des saisons dernières.
Mais bon, voilà, Ben White, condition physique, point d'interrogation. Il va falloir qu'il arrive à enchaîner, qu'il arrive à retrouver du rythme. Et je pense qu'on pourra retrouver potentiellement un bon Ben White sur la fin de saison. Mais bon, bah, pour le moment, il est plutôt en recherche de rythme, en recherche de repères pour espérer pouvoir challenger Odegaard, challenger Timber, pardon. Ouais, parce que Odegaard arrière droit, ça va être compliqué. D'ailleurs, Timber, on n'a pas de nouvelles, hein. Arteta avait dit en conférence de presse Matter of Days, entre guillemets, donc ça veut dire Ouf. que potentiellement il pourrait être out pour les 3 prochains mois, ou disparaître, lancer une alerte disparition. On verra. Réponse dans les prochaines Ouais, semaines. va falloir qu'on change qu'ils apprennent à changer d'expression lors des conférences de presse lorsqu'ils parlent des blessés, parce que effectivement, le Matters of Days devient très inquiétant pour la fanbase. Toi, du coup, Baptistou, tu as mis Trossard. Alors, très honnêtement, c'est pas très étonnant, mais, euh, mais du coup, je vais te demander pourquoi Trossard plus que Saka, par exemple. Bah, parce que peut-être que j'ai un amour un peu trop conditionnel pour Saka et que j'ai pas trop envie de lui tomber dessus, même s'il l'entendra pas. Mais je sais pas, j'ai trouvé que Trossard, il m'a pas trop plu. Déjà, pour moi, un ailier gauche, il doit plus percuter. Alors peut-être que c'est le coach qui lui demande ça, mais je l'ai trouvé trop dans ce rôle axial où il demandait des ballons. Il n'a pas été assez percutant pour moi. Et voilà, c'est un petit peu pour ça que je le mets dans mes flops, même si il fait pas un mauvais match, loin de là, hein. D'ailleurs, statistiquement parlant, il s'en sort quand même avec une passe décisive sur le but d'Eze. Mais voilà, Trossard. Et pour revenir un petit peu à Ben White, je pense aussi que sur notre jugement, on s'appuie sur les performances de Timber qui sont quand même d'un très haut niveau. Et quand on passe à Ben White, bah, c'est automatiquement moins bien. On sait qu'offensivement, il est plus à l'aise, qu'il va apporter plus, mais même aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il a raté des passes simples. Euh, je trouve qu'il a ce côté un petit peu nonchalant, et pour un défenseur, c'est trop compliqué. Il a pas trop eu de situations compliquées à défendre aujourd'hui. Mais voilà, Ben White m'a pas rassuré, surtout si l'absence de Timber venait à être longue. Ça va être compliqué, mais je pense que la trêve internationale nous permettra de récupérer Timber à 100%. Alors, très honnêtement, je comprends hein, votre flop White. Mais d'un autre côté, je me dis, pour un match de reprise, avec tous les pépins qu'il a eu, C'est je vrai, il y a trouve ça que aussi. physiquement, c'est rassurant, ce qui n'enlève pas son flop, hein. Mais on aurait presque pu s'attendre à un match encore plus compliqué que ça. Et pour un match de reprise, c'est pas si mal que ça. Après, le Je pense, constat va si je être peux me clairement. permettre, Ouais, bien sûr, je permets-toi, pense, bien. On est je à la pense maison que, ici. je pense que le match est pas si compliqué comme tu dis, parce qu'il n'a pas eu un ailier qui est venu le mettre en difficulté. J'ai très peur que si par exemple on ait besoin de lui contre un ailier gauche performant type Kvaratskhelia, j'ai très peur qu'il passe un match plus que compliqué, quoi. Là, ce soir, Oh, j'ai trouvé qu'il n'a pas eu beaucoup de boulot défensif à faire. C'est peut-être un peu ce qu'il faut. on peut déjà parler de dimanche, hein, avec Doku, Semenyo, Et je ça pense que peut c'est être pour ça qu'il mettra Mosquera un dimanche. peu plus compliqué. Mais, Sûrement. mais le constat est le même entre White et Timber, c'est-à-dire que dès l'instant où ils commencent à jouer euh, beaucoup plus axial ou beaucoup plus avancé, je trouve que que leur rapport est nettement insuffisant. Et en plus de ça, peut-être à leur décharge, ils jouent du côté de Saka n'est pas dans la forme de sa vie actuellement non plus. Donc, c'est pas non plus super évident. Mais le flop White, je pense que grand nombre de nos auditeurs pourront l'entendre. Pardon. Trossard, juste une précision. Euh, Trossard, il a fait du Trossard, mais par contre, ça a quand même été l'homme le plus dangereux en première mi-temps avec deux frappes repoussées par le gardien, qui sont quasiment les seules occasions vraiment de frappe au but que l'on a. Donc, d'un côté, il a été très transparent, mais il aura été aussi ce facteur déclenchant de frappe et qui a peut-être évité qu'on s'endorme. Ah, vous êtes... Ok, donc Louis et Baptiste, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Bah,
Alors ça va peut-être ouvrir directement ton dossier, mais pour moi, le joueur qui a été le plus dangereux dans ce match en termes de frappe au but, c'est Saka. Bah oui, Saka, ce soir, il termine le match avec le plus de tirs sur le match. Il termine avec le plus grand nombre de tirs dans la surface de réparation, 5. Il termine il termine le match avec le plus grand nombre de tirs cadrés, 4 sur 5. Il termine avec le plus grand nombre de touches à l'intérieur de la surface adverse, avec 9 touches dans la surface de réparation adverse. Il termine le match avec le plus de passes clés, 5 passes clés. Et il termine le match avec le plus de passes décisives attendues, 0,81. Donc pour moi, le joueur le plus intéressant offensivement ce soir, bah, d'un point de vue purement statistique, bah, c'est Saka. Et tu as le même ressenti dans le jeu? Honnêtement, ce soir, je trouve qu'il fait un match correct. Il fait pas un mauvais match, mais il fait pas un excellent match. Mais quand je compare avec ses dernières Oui, mais prestations sur les dernières semaines, pour moi, il fait un match correct. Louis, s'il avait fait pire qu'au match aller, quand même, on aurait pu se poser des questions. Oui, Parce non, que là, mais du coup, d'accord. parce que le match aller, c'était le néant. Donc, à un moment donné, Mais là, j'espère bien que un joueur comme Saka, il y a bien un moment où j'espère il va rebondir. Après, encore une fois, les stats sont là, on va pas les discuter. Mais moi, j'ai en tête deux frappes du droit de la part de Trossard qui sont repoussées par le gardien. Saka, alors, j'aimerais bien voir les frappes cadrées. J'ai pas souvenir que Saka mette en difficulté le gardien sur une de ses frappes. Par contre, j'ai ouais, il Si, a il quand en même a une. frappé. Il a quand même frappé une paire de fois ce soir, hein. Ouais, il en a une où elle est lucarne et le gardien, même deux où le gardien l'enlève. En première mi-temps. Mais ok, Moi, j'entends. je trouve honnêtement que ce soir, moi, je vais pas tomber sur Saka ce soir. Ouais. Je trouve qu'il fait un Je suis match, je suis il fait un sympathique. match catégorie OK. Ouais, moyenne. Oui, voilà, un Ouais, match ouais. ni bon ni mauvais. Mais j'ai pas parlé de Saka dans les flaps, hein. Euh, Je t'ai vu venir, Raoul. Pardon? Je t'ai vu venir. Non, non, mais pour moi, je suis d'accord avec toi que c'est nettement mieux que ces deux derniers matchs, où moi j'ai trouvé vraiment horrible. Dans les stats que tu donnes pas le nombre de ballons perdus par Saka. Je pense qu'il y en Bah, je a, je peux pense qu'il trouver, y en hein. a, il y en a un paquet. Mais voilà, mais je vais juste te répondre que encore heureux qu'on voit une progression par rapport aux deux derniers matchs qu'il fait, parce que sinon, ça serait vraiment, vraiment très, très inquiétant. Ça, c'est mon premier argument, on va dire. Et mon deuxième, ça va de dire que il fait un match moyen, ou passable, ou moyen plus, comme tu veux, hein. Franchement, je prends tous les. Tant que tu me dis pas qu'il fait un très bon match, Non. ça me va, mais je trouve quand même que c'est nettement insuffisant par rapport au statut de Saka et que je regrette, et ça Baptistou le disait, je crois, je regrette que Madueke n'ait aucune minute de jeu, encore une fois, sur ce match-là. Je Ah, trouve je Oui, ça, l'affirme. là-dessus, on est d'accord, hein, y a moi, je Je trouve pas, y a d'une pas de l'affirme. désaccord, hein. injustice sportive ce qui est en train de se passer sur le côté droit. Et voilà, après, on pourra toujours donner, ou Saka pourra me donner tort quand il reviendra à son meilleur niveau. Mais moi, je fais partie de ceux ou des quelques rares à dire que pour moi, le niveau de Saka, il chute depuis 2 ans. C'est-à-dire que j'ai une courbe qui est linéaire, mais vers le bas. Voilà. Et il y a quelques fulgurances de temps en temps ou quelques buts qui vont lui sauver un match. Mais d'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, et je ne vais pas lancer le dossier, on aura probablement énormément de temps à l'intersaison pour parler de Saka et de sa prolongation. Mais je sais pas si tu te rappelles quand la prolongation de Saka a été officialisée, je crois que j'ai écrit est-ce vraiment une bonne nouvelle? Voilà, c'est dire. Oui, bah, là-dessus, c'est vrai que si on prend la photographie globale avec sa prolongation, ses 300K à la semaine, effectivement, on attend tous plus de la part de Saka. Mais d'un point de vue, on va dire purement contenu, ce soir, Oui, oui, non, bien sûr. pour moi, s'il met un but, il est dans mes tops, hein, ce soir. S'il met un but, je le mets dans mes tops. Ah ouais, ok, Parce que pour moi, il aurait fait un vrai match d'attaquant. ok. Très bien. Alors que si vous m'aviez demandé mes tops, moi j'aurais mis Rice. Très surpris de ne pas le voir dans tes tops d'ailleurs, Louis. Mais c'est J'aurais parce qu'on mis, en a parlé juste avant, donc hein, j'allais pas, ouais, je j'aurais voulais mis pas Eze rouvrir le truc. et je me suis posé la question. Je ne sais pas si je mettais Saliba. Alors, j'hésitais entre Saliba et Gyökeres.
dans mon Ouais, troisième flop. Et juste en dessous des deux là, il y avait une Capier. Parce que je trouve qu'Nkapi a fait également un excellent ouais, match. Mais du coup, on va parler un petit peu de vos flops. Et on va commencer d'abord par un flop commun. Eh ben, top. parlons du Un top, tu veux premier dire. buteur, du top commun, pardon, parlons du premier buteur de la soirée, à savoir Eberechi Eze. Parce que au-delà du but qu'il marque, du but incroyable qu'il marque, ça fait deux matchs où les prestations d'Elzé sont quand même relativement intéressantes, pardon, et que finalement, bah, il ne marque pas que contre Tottenham. Donc, Elzé recentré, beaucoup plus haut, qui redescend moins prendre le ballon. Tout ce que l'on dit de ses qualités depuis le début de la saison, finalement, Louis. Oui, exactement. On en a parlé, tu l'as dit, Raoul, en début de podcast. Un Eze qu'on a trouvé beaucoup plus proche du but adverse. Donc tout de suite beaucoup plus dangereux. On sait que sa force principale, c'est sa frappe de balle, la qualité de sa frappe de balle. S'il avait déjà à Crystal Palace, c'était déjà une de ses caractéristiques. Bah, ce soir, ça parle encore. Il a encore fait parler la poudre. Et oui, comme tu dis, c'est assez encourageant. Il aura mis du temps peut-être à trouver son bon rythme et sa bonne place. Mais voilà, il reste là sur des semaines qui sont quand même plutôt bonnes. Et comme tu l'as dit, au-delà de son but, il fait quand même un vrai bon match. Techniquement, ça a été très propre. Il a été dans quasiment toutes les transitions, il a été impliqué. Dans beaucoup de situations offensives, il était également impliqué. Donc ouais, c'est du très bon Eze ce soir et bah, pourvu que ça dure, quoi, en attendant que Côte-Garde puisse récupérer une condition physique qui lui permette de retrouver le terrain. Il faut espérer que Eze arrive à enchaîner à ce niveau-là. Ah, effectivement, mais est-ce que Eberechi Eze n'aurait pas été touché par la malédiction des Gunners, à savoir que quand tu commences à être en forme, tu te blesses? Baptistou, cette blessure, cette sortie sur blessure d'Eze ou sur en tout cas au moins une gêne inquiétante ou pas à quelques jours de la finale de Carabao Cup? Ben, elle est inquiétante dans le sens où t'as pas récupéré Odegaard, qui est quand même le, entre guillemets, concurrent et le joueur qui est capable de jouer à ce poste-là. Après, je sais pas vraiment s'il se fait mal au niveau de la cheville, parce que sur l'action où il tombe, il enlève direct la chaussette et j'ai l'impression qu'il monte le mollet en fait. Et j'ai peur que sur la frappe qu'il ait tentée, ça ait tiré un peu. Après sa sortie, il discute avec Arteta, il a pas l'air de trop souffrir. Mais ouais, inquiétante pour dimanche parce que j'aimerais bien le voir. Il est quand même mieux depuis un certain temps. Après, je pense que s'il n'est pas dispo et Odegaard pour moi sera jamais titulaire même s'il est dispo, on se dirige vers un duo Gyökeres-Havertz avec Havertz en 10 Hmm. qui pour l'instant a plutôt bien fonctionné quand ça a été aligné par Arteta. On va y revenir un peu plus tard d'ailleurs dans cette fin d'épisode quand on parlera du match de dimanche, cette première finale de la saison. Louis, montant en puissance éphémère d'Edze ou repositionnement profitable à l'équipe et aux joueurs? Ouais, pour moi, c'est beaucoup plus profitable à l'équipe et aux joueurs. Éphémère, seul l'avenir nous le dira. Mais, euh, mais j'ai envie de dire, là, le bon match de. On a un bon match d'Eze, on a un bon match de Zubimendi et on a un très bon match de Rice. On a quand même le trio du milieu de terrain qui a très bien fonctionné ce soir en termes de complémentarité, en termes de niveau de jeu. Donc pour moi, dans ce milieu de terrain, tout le monde bonifie tout le monde, j'ai envie de dire. Donc c'est quand même plutôt intéressant. C'est sur une pente qui est quand même ascendante. Donc j'espère que c'est qu'un coup. Là, sa blessure, que ça soit pas musculaire, parce que si c'est musculaire, surtout si le mollet, ça peut durer un moment. Donc non, pour moi, c'est très profitable à l'équipe et on espère que ça va profiter l'équipe jusqu'à la fin de saison, quoi. Bon, Michael, il n'y a qu'une seule chose qu'on n'a pas envie d'entendre en conférence de presse aujourd'hui ou demain, c'est Matter of Days en parlant de Eze. Euh, Louis, je vais te challenger, je sais pas, mais en tout cas, tu as suscité ma curiosité en mettant Zubimendi dans tes flops, Non, dans mes tops. dans tes tops, pardon, excuse-moi. Lapsus révélateur peut-être. Euh, Alors déjà, juste avant de te laisser la parole, Baptistou, ça t'a surpris ou pas?
Pas du tout. J'ai hésité à le mettre, moi aussi. Ok. Mais je trouve que Rice, Eze et Saliba se Saliba. détachent un tout petit peu plus. Mais j'ai trouvé qu'on a retrouvé le Zubimendi du début de saison, où il a pris plus de risques, des passes vers l'avant, peu de pertes de balles, très très bon défensivement, et surtout il a quand même joué avec la menace d'un potentiel quart de Carton. finale aller, Hmm. Et un d'une quart de finale aller suspension, où il ouais. était suspendu. Par rapport à Partey qui pousse Bellingham et qui lui met une gifle et qui est pas là en demi contre le PSG l'année dernière, lui il a joué avec son cerveau. Il a joué avec calme et Arteta aussi d'ailleurs a très bien joué le coup parce qu'à 2-0, Il le il sort, le ouais. sort, il est un petit peu tonton d'en regarde au milieu. Et je partage totalement avec Louis, j'ai hésité, mais Ok. ouais, non, il est Alors fort. justement, Louis, si moi je suis étonné, c'est parce que effectivement, généralement dans les tops, on attend finalement le top un 2 ou 3 maximum des joueurs. Et je t'avouerai que moi, Zubimendi ne fait pas partie de mon top 3. Mais Mhm. c'est pour ça que j'étais un peu étonné, parce que quand on voit la performance de certains ce soir, plus que je trouve personnellement, encore une fois, c'est un avis très personnel, mais beaucoup plus éclatante. Je citerai Rice, qui pour moi a illuminé Bien sûr. et au-dessus de tout le monde, et qu'on ait parlé de lui ou pas, c'est vraiment pour moi c'est la pierre angulaire du projet aujourd'hui, vraiment. Et Saliba qui fait un excellent match défensivement. Oui. C'est pour ça que j'étais un peu surpris de le savoir dans ton top 3. Voilà. Mais Donc, c'est pour ça que j'ai demandé le top à Batistou avant, parce que sinon j'avais à peu près les mêmes tops que lui. Donc forcément, oui, il y a Rice qui a fait un bien meilleur match que Zubimendi. Mais j'ai trouvé que ne pas mettre Zubimendi dans mon top, on n'en aurait pas forcément parlé. mhm, Alors que je trouve qu'il a fait un bon match. Alors il n'est pas forcément, oui, dans les. Je suis d'accord, il ne fait pas un meilleur match que Rice, etc. Mais je trouve qu'il fait un vrai bon match ce soir. Et si je ne l'avais pas mis dans mes tops, on n'en aurait pas forcément parlé. Donc c'est pour ça que j'ai mis Zubimendi. Et au-delà de ce que Baptiste a dit, j'ai trouvé aussi qu'il avait enfin retrouvé de la verticalité dans ses courses, chose qui nous avait manqué, qui avait manqué dans son jeu depuis pas mal de temps, peut-être depuis le début d'année. Donc j'ai trouvé un peu plus leader rayonnant, très sûr de lui, très sûr de ses forces. Et ouais, voilà, comme l'a dit Batistou, le Zubimendi du début de saison. Donc c'était très cool de revoir enfin Zubimendi au niveau. Finalement, ça sera peut-être ça, un peu le résumé de cette rencontre et de cette qualification en quart de finale des Champions, c'est-à-dire des joueurs qui retrouvent leur niveau, puisque Zubimendi nous gratifie d'une performance très intéressante, alors que ces derniers temps, c'était quand même très compliqué, Mhm. ou peut-être que compliqué, peut-être pas très compliqué. Saliba, qui avait des performances aussi un petit peu en dents de scie, mise en difficulté défensivement. Aujourd'hui, il avait quand même, encore une fois, il avait un monstre physique devant Ah, il lui. est bon le Kofan, hein. Ouais, ouais. Et je trouve qu'il s'en sort, très bien. Et il y en a un que vous n'avez pas mis dans vos tops, mais qui était dans les miens, et j'aimerais qu'on s'arrête dessus, parce que moi, il m'a un peu, je vais dire un gros mot, mais coupé la voix, c'est Guillaume Quérès. Alors, en fait, Mm. je trouve qu'il a fait je vais pas dire un excellent, j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match. Euh, Techniquement parlant, sur le pied droit, c'est cool. Sur le pied gauche, c'est pas encore ça. Mais du pied droit, ça devient intéressant. Et surtout, là où j'ai l'impression d'avoir perdu 3 ans de ma vie ou d'avoir été dans le coma pendant 3 ans, il est devenu rapide. Je sais pas si ça quelque chose qui vous a marqué, mais sur le terrain, lors de ces pressings, lors de ces courses de balles, si on se rappelle les premiers matchs, voire même les matchs il y a encore un mois de Gyökeres, on disait ouais, il traîne la charrue derrière lui. Euh, Moi, je l'ai trouvé très fit, très vif et très impliqué dans tout ce qu'il a fait en termes de pressing, en termes de, encore une fois, d'appui remise. Il n'aura pas marqué ce soir, mais j'ai trouvé son rôle hyper important, voire même capital, à la pointe de l'attaque, ce qui nous a permis aussi de faire des récupérations hautes. Et je ne sais pas si c'est moi qui suis toujours dans cette étiquette je sais pas, de protecteur des joueurs qu'on n'aime pas ou si c'est un avis que vous avez partagé, Baptistou et Louis. Qui veut commencer?
Moi, je peux y aller. Vas-y. On en a souvent discuté en plus dans le Discord. Moi, j'ai souvent défendu Gyökeres, même en début de saison où je le trouvais pas si mauvais que ce qui a été dit. Par contre, ce soir, moi, je le trouve pas mauvais, mais je le trouve pas différent d'habitude. Ok. Toujours trouvé qu'il avait cette pointe de vitesse. Dos au jeu, il s'est quand même fait bousculer deux, trois fois dans le duel. Il y a eu deux, trois remises vraiment où tu vois qu'il n'est pas copain avec le ballon. J'ai trouvé que c'était un match classique de Gyökeres. Enfin, pas mauvais, mais de là à le mettre dans mes tops, moi, c'est pas le truc qui me serait passé en premier. Mais il fait quand même un match plus que correct, hein. Il est pas mauvais, mais voilà. Ah, ok. Et Louis, de ton côté, Oui, tu... oh, je suis d'accord avec vous deux. Pour moi, il fait un match correct dans le style Gyökeres, finalement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est peut-être l'effet boule de neige par rapport au positionnement d'Edze, mais c'est un Gyökeres qu'on a senti connecté au jeu, alors que dans ses dernières prestations, des fois, on avait peut-être du mal à le trouver. Là, aujourd'hui, il touche 7 ballons dans la surface de réparation adverse. C'est le deuxième joueur qui a touché le plus de ballons dans cette surface de réparation, donc ça veut dire qu'on a réussi à le trouver dans les bonnes zones. Bon, on sent qu'effectivement, en termes, par exemple, de construction ou au niveau technique, parfois c'est un peu compliqué. Il a que 60% de pourcentage de passes réussies, mais on sait qu'on ne l'a pas acheté pour sa qualité technique, on l'a acheté pour être tueur dans la surface. Il est globalement sur les dernières semaines, il est quand même sur une bonne période. Il a quand même enquillé quelques buts là, sur les dernières semaines. Donc pour moi, c'est un bon match dans le style Gyökeres. Oui, pour moi, c'est bon match. Ok. Donc, pas aussi enthousiaste que moi, mais pas très loin de l'être. Ouais, non, ouais, Euh, franchement, je suis plutôt d'accord avec toi, Raoul. Pour moi, c'est un bon match de Gyökeres. je vous écoutais avec attention tout en allant consulter les notes qui viennent de sortir. Euh, c'est marrant parce que du coup, je crois que c'est toi, Baptistou, qui a mis Trossard en flop. Si on Tout à compare fait, les ouais. notes de la rédac, c'était Nicolas qui était dessus. Bah, Trossard, c'est dans les tops. Comme quoi, les ressentis, c'est ça qui est super Ah, intéressant. Et c'est aussi pour ça que, bah, mine de rien, c'est vraiment l'exemple type. Parce que là, j'ai regardé les quatre meilleures notes. C'est Rice avec la meilleure note, je vais pas te dire laquelle. Et ensuite, juste en dessous, on a Gabriel, Zubimendi, Trossard. Zubimendi, on en a parlé. Gabriel, j'ai l'impression que moi, Saliba, pardon, avait un peu plus le lead que Gabriel en défense, mais pourquoi pas. Et surtout Trossard. Donc c'est pour ça que quand on vous invite, chères auditrices, chers auditeurs, à aller vous-même mettre vos notes à la fin de chaque rencontre, c'est justement pour qu'on ait une moyenne qui parle au plus grand nombre et que chacun puisse vraiment s'exprimer à ce niveau-là. Loulou, je viens de voir ton suite, j'adore. Elle est trop belle cette collection-là. Ah oui, ouais, bah Bah, oui, c'est un cadeau de Noël, donc trop je le trop mets à belle. chaque jour de match. Ok. Ok, donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'on est qualifié en quart de finale, qu'on jouera euh, au mois d'avril, les quarts de finale de la Ligue des Champions, avec un déplacement dans un premier temps à Lisbonne avant une réception à l'Emirates. Mais avant ça, messieurs, avant ça, il y a quand même des choses à dire parce qu'il y a quelque chose qui se passe dimanche. Il y a peut-être le premier trophée depuis la FA Cup 19, 2019-2020. 2019-2020, ouais. Euh, il y a peut-être le premier trophée à aller chercher, en tout cas le deuxième trophée de l'ère Arteta à aller Et le chercher. Community Shield aussi. Hein? Le Si Community on Shield. compte que le Community Shield est un trophée, il y a le Community Shield en 2024. Il Ok. y en a deux même, hein. Il y en a, Oui, eh ben, il y a mec. le Community Shield contre Liverpool quand on gagne la FA Cup et il y a celui contre City et la séance de Ok. pénaux. Est-ce qu'on lance le débat aujourd'hui de savoir si le Community Shield est un trophée ou pas? Je sais pas. Mais en tout Moi, cas, il y a une finale à jouer pour moi, c'est un et il y a une trophée. finale à gagner, messieurs, dimanche 22 mars à 17h30 heure française à Wembley avec l'opposition entre Arsenal et Manchester City et ben, une équipe qu'on va pas
arrêté de rencontrer, puisque c'est humain. De rencontrer, je sais pas. Mais hormis le fait qu'elle soit éliminée, je parle bien évidemment de City, de la Ligue des Champions, puisque score cumulé, c'est une défaite 5-1 face au Real Madrid. Et c'est en soi pas forcément une excellente chose pour nous, parce qu'ils vont avoir beaucoup plus de récupération dans la course au titre, même si, encore une fois, rappelons-le, nous avons 9 points d'avance au moment où nous parlons avec un match en plus, mais 9 points d'avance quand même, potentiellement 6. L'adversaire Manchester City, et comme je disais, une finale. Une finale, ça se joue, mais ça se gagne surtout. De ce que l'on a vu aujourd'hui et sur les derniers matchs, Louis, je vais commencer par toi. Est-ce que tu as des certitudes qui ressortent un petit peu? Est-ce que je vais, je vais rebondir sur ce que tu as dit au début. Tu as dit Madueke va jouer la finale, Oui, je pense qu'il va démarrer. mais ça veut dire qu'il va démarrer à la place de Saka. Non, je pense qu'il va retenter Madueke à gauche. Il va garder Saka à droite et il va mettre Gyökeres, je pense, en pointe. Ok. Baptistou, tu partages un petit peu cet avis-là ou C'est tellement aléatoire, je dirais. Déjà, faut savoir. Enfin, je trouve qu'on peut pas trop deviner vu qu'il y a Eze qui est en suspens. Ouais, c'est pas Alors, faux. est-ce que si Eze va, il démarre direct? Et dans ce cas-là, je pense comme Louis, Madueke, Saka sur les côtés, parce que je pense que s'il a 0 minute ce soir, Madueke, c'est pas non plus anodin. Il doit y avoir quelque chose derrière. Donc peut-être une titularisation. Et Gyökeres devant, parce que Jesus, depuis son affreuse entrée contre Wolverhampton, il est au placard complet. Et son affreux match contre Mansfield aussi, pour pas, euh, pour pas trop en Oui, bon, c'est parler. c'est pas sur lui qu'on va compter, clairement pas sur une finale. Euh, Voilà. En tout cas, une finale, ça c'est intéressant aussi, où on vous en a parlé dans les quelques derniers épisodes de Coup de Canon, amis supporters d'Arsenal, c'est que, alors, on n'est pas à l'origine de ça, c'est pas nous qui organisons tout ça, mais ça fait un bout de temps qu'on vous dit qu'on aimerait être un peu plus proche des rassemblements de supporters d'Arsenal, puisqu'il y a très peu de choses qui se font à part aux Lions à Paris. Et mine de rien, en proposant, ben, finalement, il y a des choses qui se dessinent tout doucement avec plusieurs rassemblements qui sont déjà d'ores et déjà pardon, annoncés. Alors bien évidemment, le Lions à Paris, puisque c'est le pub référence des supporters d'Arsenal à Paris. Mais pas seulement. Il y aura des rassemblements à Bordeaux, au Connemara, il y aura un rassemblement à Marseille, aux Rockies, il y aura un rassemblement à Nantes, probablement en compagnie de notre président Corentin, aux Flemings ou aux Gigs, il y aura un rassemblement à Toulouse, au Black Lion ou au Melting Pot, il y aura un rassemblement à Lyon, au Elephant and Castle et à Lille, il y aura un rassemblement au Box to Box, mais vous verrez pas Loulou, parce que Loulou il sera Non, enfermé chez lui. jamais Loulou, de la vie je vais Loulou il voir. veut pas Jamais de vous la vie je vais voir. voir cette finale dans un bar. C'est mort. Il y aura un rassemblement à Rennes. Et il y aura deux rassemblements qui se préparent sur Lausanne et Genève en Suisse. Et enfin, le dernier, celui qui me tient un petit peu à cœur, le rassemblement du Grand Est dans une petite ville qui s'appelle Sarreguemines, dans un pub super sympa, où encore une fois, on vous attend, quelle que soit la ville. Bah, on vous attend, on vous accueille, on vous espère. On s'est dit que c'était l'occasion de cette finale-là pour tenter de vous réunir, amis supporters d'Arsenal, pour partager une passion commune. Donc, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux ces prochains jours, pardon. Il y aura probablement un peu plus d'informations. Mais en tout cas, j'espère que cette initiative plaira au plus grand nombre et qu'elle vous donnera l'envie, pas comme Loulou qui s'enferme, mais qu'elle vous donnera l'envie de venir regarder du foot entre Gunners. Toi et Baptistou, tu seras où ce dimanche? Marseille? Je suis un peu comme Louis, je suis un peu dans la team. J'aime bien être enfermé Laissez-nous tranquilles. dans mon salon avec papa à la rigueur, mais
C'est tout, c'est la seule personne tolérée. Ah, j'avoue que moi, j'ai du mal à regarder du foot avec du monde, hein. Vraiment, hein, Ah, j'ai beaucoup de mal je vous aussi. comprends. Mais je me dis, voilà, c'est pas encore la finale avec des champions, c'est la finale de la Carabao Cup, tu vois, c'est une petite finale qu'on va gagner. C'est un une bonne façon de voir si effectivement nos auditeurs et ceux qui nous suivent et les supporters d'Arsenal peuvent être intéressés par ce genre d'événement. En tout cas, c'est une belle soirée foot qu'on vient de vivre, messieurs. C'est une belle semaine qui nous attend, puisque finalement, après la finale de Carabao Cup, viendra directement, si je ne me trompe pas, une trêve internationale. C'est-à-dire que là, maintenant, on n'est pas prêt de jouer en championnat, puisque il y aura Le 11. trêve internationale. On jouera ensuite le quart de finale de FA Cup, tout début avril. Ensuite, on réenchaîne avec la Ligue des Champions, donc c'est le 7 avril. Et le retour du championnat, c'est seulement le 11 avril à l'Emirates face à Bournemouth, une équipe qui est sur la plus grosse série d'invincibilité de PL actuellement, à savoir une série de 10 matchs sans défaite. Donc, faut tout donner dimanche, parce qu'on aura le temps de se reposer. Et ce que je disais à Jonathan cet après-midi au téléphone, Louis, c'est faut tout donner, faut gagner et il faut mettre tous nos joueurs en blessé. Oui, oui, clairement, Hein, on surtout les les garde trêves tous à la interna maison. ah oui, oui, surtout les trêves internationales, ça nous sourit, souvent assez peu. On en perd, quand même, parfois une belle brochette, par trêve internationale donc là, si déjà on arrive dans une dynamique positive sur cette finale comparé, à City qui, arrive sur une dynamique un peu plus, moyenne, on va dire. Mais oui, après, faut prétexter des blessures diplomatiques, tout le monde reste à la maison, tout le monde se détend, tout le monde va au bar et puis voilà, quoi. Il faut les blesser. En fait, il faut les blesser. On fait un décrassage Exactement. de dimanche et on les blesse tous. Et parce que finalement, en plus de ça, il y a très peu de Gunners qui vont être engagés dans des matchs internationaux clés, à part Calafiori qui est encore en barrage. Mais Ouais, non, je, mais si c'est encore pour avoir Gabriel qui se blesse sur un match, oui, non, mais ce que je international, dis, c'est tout que même les con, joueurs n'ont, entre guillemets, presque aucun intérêt à ah aller oui. se blesser sur des matchs amicaux quand tu vois la fin de saison qui nous attend. Parce que, Et encore une fois, hein, Guardiola va pas se priver pour inventer des blessures diplomatiques, hein. C'est sa spécialité, donc si on peut s'en inspirer aussi. ouais, mais je crois qu'il faut, à un moment donné, il faut être aussi malin que les autres. Dé- Déjà, moi je pense que Timber, il faut pas qu'il joue la finale, et il faut pas qu'il aille en sélection. Il faut qu'il se fasse un petit mois dans le canapé avec le plaid, le chocolat chaud, et il repart pendant allez, les 2 gros mois de compétition à 100%. Déjà lui de sûr. Si Rice peut jouer qu'un match sur deux, ça serait cool parce que là, je viens de voir à la fin du match, il a dit on joue 3 fois par semaine, 2, 3 fois par semaine, on est épuisé, je le suis. Il est lessivé. Il est sur la photo, là, Mais il est. Rice, il est éclaté. Il avait dit un jour que euh, le lendemain des matchs, au réveil, il n'arrive pas à marcher. Ouais, non, mais c'est délire. Bah, de toute façon, ça se voit avec ce qu'il fait sur le terrain, quoi. Il donne sa vie, le mec, hein. C'est impressionnant. Par contre, j'avais vu une interview de lui où il disait que ça le stimulait de jouer 2 fois par semaine et qu'il préférait avoir ce match en semaine plutôt que de s'entraîner. Bon, c'est un peu contradictoire avec ce qu'il dit où il peut pas marcher le lundi matin, Oui, mais mais bon, lundi après-midi, il a l'entraînement et il court comme un lapin. Hein. c'est T'as une des machine. joueurs qui sont faits pour enchaîner des matchs et qui ont besoin effectivement de cette densité de match et d'efforts pour être performants. Et t'as d'autres joueurs qui ne peuvent pas enchaîner plus d'un match par semaine. C'est des caractéristiques propres à chaque joueur. Mais Rice, lui, c'est un combattant, c'est un guerrier et franchement, faut se rallier derrière lui. Il faut que lui, là, qu'il soit le premier et qu'il tire tout le monde et qu'il nous emmène. Petit bilan d'Arsenal, messieurs. Quart de finale donc de la Ligue des Champions, quart de finale de la FA Cup. Premier top of the league et futur champion, ça y est, c'est dit, hein, voilà, je me mouille. Non, 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 Et, non, non, mais Non, moi je non, me mouille, Raoul, non, 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 mais non, ça non. n'engage que moi. Mais attends, non, depuis le début de la saison, non. je dis qu'on fera champion, donc je peux pas, Je je me vais pas désolidarise maintenant. de ce qui vient de se passer. Pardon?
Je me désolidarise de ce qui Oui, vient de non, se mais passer. c'est pour ça que je dis que ça n'engage que moi. Et il me manque quoi? Et finaliste donc de la Carabao Cup avec, on l'espère, ce premier trophée. Heureusement qu'il n'y a pas eu de prolongation et de séance de tir au but, messieurs. Ça nous permet d'aller, ça vous permet d'aller vous coucher pas trop tard. Moi, j'ai fait encore le petit montage qui va bien. Je vous remercie, Louis, de votre présence. À toi, Baptiste, également. Les petites confidences qu'on fait à nos auditeurs. Dimanche soir, n'attendez pas le débrief, puisque un match exceptionnel, on fait un enregistrement exceptionnel le lundi soir, puisque vu qu'on sera quasiment tous en région ou dans les pubs pour regarder le match, et que probablement on Faudra sera, des cuvées. on sera trop sous. Faudra des cuvées pour faire le podcast. Non, et moi, en plus, moi, je bosse juste après, donc voilà. Donc, on a décidé d'enregistrer le podcast le lundi soir. Et donc, il sera disponible, on va dire, le lundi vers, j'espère, 20h, 21h. Donc, voilà, pas d'inquiétude, il y aura un débrief, mais ça sera clairement pas dimanche soir. Messieurs, la vie est belle, ça reste du foot, mais quand on gagne, qu'est-ce que c'est beau, n'est-ce pas? C'est mieux. C'est mieux. Ah, Gros bisous, c'est clair. messieurs, je vous embrasse. Common Gunners, ciao, ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.